Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus dans l'émission de l'après-ski. Ce soir, nous allons évidemment revenir sur les courses de Killington et la première victoire en Coupe du Monde de Camille Rast. On va parler des spécificités du slalom et on va passer un petit coup de téléphone à Arnaud Boisset qui va lancer sa saison de vitesse ce week-end à Beaver Creek. Et qui de mieux pour parler de slalom que Daniel Yule, le Suisse le plus titré dans la discipline. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et accompagné de Didier Plachy, lui aussi vainqueur de 2 slaloms en Coupe du Monde. Bonsoir Didier. Bonsoir. Avant ça, passons au débrief, Johan, et parlons des courses du week-end dernier où les femmes ont brillé. On l'a évoqué, Camille Rast, elle est en feu. Un podium en géant, son premier, c'était samedi. Et dimanche, la première victoire de sa carrière aux États-Unis. Daniel, c'est totalement mérité de l'avoir sur la plus haute marche du podium. Oui, vraiment. En plus, je veux dire, elle a quand même gagné avec plus d'une demi-seconde d'avance. Donc là, il y a pas grand-chose à dire. Et puis, je pense que surtout, je dirais, c'est pas une surprise. Ça fait des années que techniquement, on sait qu'elle skie vraiment très bien. Et puis là, on voyait un petit peu venir déjà avec le début de saison. Et d'une fois que la confiance est là, je crois surtout en slalom, d'une fois qu'on a la confiance, c'est beaucoup plus facile de lâcher les skis et d'aller chercher justement les centièmes ou les dixièmes qui manquent pour aller jouer tout devant. Donc là, je pense qu'elle est bien lancée pour la suite de la saison. Didier, c'était presque une démonstration ce qu'elle a réalisé dimanche, Camille. Oui, c'était une démonstration. Même, j'étais sûr, Shiffrin au départ, j'ai bien voulu voir Shiffrin comme elle se battait contre Camille ce jour-là. Mais parce qu'elle était sous feu. Hein. Mais ça va venir. Hein. Elles vont, Moi, je pense que Semmering, on va déjà avoir l'opportunité le 28-29 décembre, je pense. Camille Rast est aussi à l'aise sur les skis que quand il s'agit de fêter sa victoire. Regardez plutôt. Didier, on la savait très forte en slalom. Est-ce que tu pensais qu'elle allait aussi avoir ce podium en géant ? Moi, j'ai des images il y a 4 ans en arrière où elle s'est entraînée depuis sa retour des ligaments croisés à Anzère. Et déjà là, ce qu'elle arrive à faire dans les murs, c'est incroyable. Moi, je suis quelqu'un, j'aime prendre un peu les cas particuliers de chaque athlète et les démontrer aux jeunes. Et Camille Rast, comme elle skie les murs, c'est déjà impressionnant. Et à Killington, avec cette piste très dure, il fallait exactement ce genre de compétences qu'elle possède, mais à une très très grande classe. C'est d'ailleurs la manche que tu as décidé d'analyser, sa première manche à Killington. Alors, j'ai déjà dit que sa compétence, c'est le mur, quand c'est raide. Et j'ai choisi ce virage-là parce qu'au niveau du ski, c'est très difficile. Parce que déjà, le terrain, c'est très dur. On voit au niveau du brillement de la neige, comme c'est du verglas. Alors ça, c'est très important maintenant de garder cette charge sur ce jambe extérieure quand le terrain il vient encore plus raide. C'est une qualité qu'elle arrive à maîtriser dans ce virage phénoménalement. Vous voyez, le ski il conduit tout le long. Et ça, c'est cette compétence que c'est très difficile à pouvoir l'entraîner parce que où on a ce genre de terrain, combien de fois on arrive à skier sur des pistes tellement dures pour pouvoir exécuter ce virage dans cette qualité, comme elle fait Camille. Et ça, je pense, c'est exactement une de ses compétences qu'elle a démontré depuis tout le temps et que maintenant, elle arrive dès la première porte, à la mettre en place. Et ça, je dois juste lui applaudir et je vais continuer à la citer comme mon repère pour le vrillage, on dit ça, la dissociation de l'eau du corps avec les skis. C'est vraiment grand
théâtre qu'elle nous fait là. Camille Rast est aujourd'hui première du classement général, c'est assez fou quand on y pense. Elle est une candidate crédible pour la victoire finale, si elle se met au Super G. Hein. On sait qu'elle a un peu derrière la tête. Tu veux répondre, Dani? Toi, t'es mathématicien. Bon, je veux dire, j'espère. Après, c'est quand même la saison est longue. Il n'y a encore eu aucune épreuve de vitesse. Donc là, c'est difficile à dire. Mais je pense vraiment, si elle arrive à maintenir en tout cas la forme qu'elle a montrée ce week-end à Killington, alors là, oui. Mais on sait que pour aller chercher un général, surtout si on le construit sur seulement 2 disciplines, il faut jouer la gagne vraiment tous les week-ends et à toutes les courses. Camille Rast a remporté le slalom hier devant Wendy Holdener. Mélanie Meyer a également terminé 5e de ce slalom. Didier, Mélanie, qui se rapproche de plus en plus de ce podium. C'est vraiment pour bientôt. Oui, c'est comme Vicky m'a dit à Lévis. Cette année, c'est les podiums pour ces 2 femmes. Et on a bien vu Camille, elle a déjà démontré. Et ça, c'est bien pour sa copine de chambre de faire pareil. On va passer tout de suite à la grosse actu qui s'intéresse au slalom. Messieurs, vous êtes des spécialistes de slalom. La densité en slalom, elle est gigantesque. Est-ce que aujourd'hui, on est ou on devient slalomeur? Et avant aussi. Je pense que c'est vraiment la discipline où on peut devenir slalomeur. Je pense qu'il y a un aspect qui est quand même important, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'entraîner en slalom, je dirais, surtout de s'entraîner dans de bonnes conditions. Je crois que si on regarde maintenant, en tout cas peut-être un peu plus chez les hommes, si on regarde les classements, en deuxième manche, il y a souvent presque 8 à 10 pays qui sont représentés, je pense. Et c'est vraiment, c'est bien la preuve que même pour des petites équipes où c'est des athlètes qui sont tout seuls, ils arrivent à s'entraîner dans de bonnes conditions en slalom, alors que pour sécuriser une piste en Super G ou en descente, là c'est beaucoup plus compliqué et du coup ça permet vraiment à tout le monde en fait de manger des piquets de slalom et de devenir des bons slalomeurs. Didier, on parle de spécificité. 21 du top 30 mondial de la WCSL de slalom sont des purs slalomeurs. Comment on l'explique ? Moi, je pense, c'est comme Dani l'a dit, c'est la facilité de pouvoir s'entraîner en slalom. Ensuite, je vais quand même dire que le géant, c'est la discipline la plus magique, la plus difficile à devoir faire sur ces 24 mètres avec un rayon de 30 mètres, de pouvoir faire ça et battre encore Loïc et Odermatt. Moi, déjà là, je vois une certaine ridiculité au niveau d'un travailleur qu'il peut arriver à gagner là-dedans. Je dirais l'autre discipline, c'est le Super G qu'on pourrait gagner avec du travail, mais après de nouveau, d'avoir des pistes de Super G. C'est les 5 pays des Alpes qui peuvent se permettre ça, même encore difficile pour certains. Et c'est pour ça, moi, je trouve que le slalomeur, je le vois toujours un petit peu comme l'Alfa Romeo. C'est un peu les gens qui sont très, je dirais, très explosifs, aussi au niveau du caractère, qu'ils ont un peu le feu sous les fesses pour y être. Quand je prends l'extrême, c'est pour moi Marc Rochat. Lui, il explose tout, mais on est tous un peu dans ce truc d'inertie, je dirais. Daniel, toi, tu t'es essayé 3 fois au géant en Coupe du Monde, dont une fois dans les points en 2020 à Alta Badia. Est-ce que c'est trop dur de concilier les 2 disciplines ? Non, pas forcément. Je pense vraiment... Pour moi, ce serait trop dur de le faire au niveau de la Coupe du Monde et après au niveau FIS, Coupe d'Europe en géant. Mais je dirais que si, par exemple, je venais à repasser la barre des 500 points sur la start list, et là, ça devient beaucoup plus envisageable de repartir en géant. C'est surtout que... Voilà, je pense que maintenant aussi avec un certain âge, ce qui fatigue, c'est beaucoup les voyages, tout le temps changer d'hôtel, changer de lit, toutes ces choses-là. Du coup, pour moi, c'est ça qui rend un peu plus difficile vraiment de concilier les 2. Mais à l'entraînement, je dirais que pendant la préparation, il y a quand même à peu près 50% de journées de slalom et même pendant l'hiver, j'essaye de maintenir, de faire le plus de journées de géant possible. Didier, toi aussi, tu t'es essayé au géant. Champion suisse devant von Gruningen et Marco Burel. Hein. En Coupe du Monde, c'était un peu plus délicat. Ouais, j'étais quand même 6e une fois dans un géant en Coupe du Monde. Non, moi, j'ai démarré dans les disciplines vitesse. Et après, je voyais que c'était trop dangereux pour moi parce que moi, quand je vais comme un malade. Le Super G, pareil, même le géant. Et tout à coup, j'ai dit il faut que je gagne un slalom parce qu'on nous a toujours dit que les Suisses, c'est pas faisable de gagner des slaloms. Alors, j'ai atterri là où toujours il y a l'impossible à faire. Aujourd'hui, on a des Loïc Meillard qui arrivent à être performants en slalom
également dans d'autres disciplines. Il y a eu Alexis Pinturo, même s'il il a délaissé le slalom. On avait des Hughes, des Omot à l'époque. Mais c'est difficile de pouvoir concilier 2-3 disciplines et être performant en slalom, Daniel. Oui, c'est toujours pareil. Je pense que si les choses s'embriquent bien et que tout va, ça va très bien. Si par contre il y a peut-être une spirale négative qui s'installe lors des courses, c'est beaucoup plus difficile de revenir à niveau, ou s'il y a des soucis avec le matériel. Là, c'est vraiment là où je dirais que c'est plus difficile de concilier le tout sur plusieurs disciplines. Mais c'est sûr que la confiance, disons que si on engrange de la confiance en géant, on l'a vu avec Camille. Je pense que le podium de samedi, ça lui a vraiment donné des ailes pour dimanche aussi. Donc, on peut aussi profiter d'une dynamique positive. Mais c'est sûr que s'il y a un peu des difficultés qui s'installent, c'est sûr que là, c'est possible qu'on voit que les jours d'entraînement manquent peut-être un petit peu. Daniel, sur la saison, ça représente combien de piquets de slalom que tu tapes? Je sais pas, mais beaucoup. Je pense qu'on est bien au-delà des 10 000. C'est sûr que c'est vraiment en tout cas pour moi, j'ai l'impression que pour automatiser les choses, pour réussir aussi un petit peu à évoluer, il faut vraiment faire beaucoup de virages. Et maintenant, on voit aussi, je dirais, en slalom, on a vraiment une grande variété au niveau des tracés. Il y a des tracés où c'est tracé à 10,50 m avec pas mal de vitesse, et d'autres où on est plutôt vers les 9,50 m, très tournant, avec très peu de vitesse. Donc vraiment, à l'entraînement aussi, on essaye de varier un maximum, et ça demande une certaine quantité. Mentalement, c'est dur de faire toujours la même discipline. Tu disais que vous faisiez un peu de géant, c'est aussi pour faire des coupures? Oui, bien sûr, je pense que c'est possible de s'inventer des problèmes au bout d'un moment aussi. Et là, moi, je prends du plaisir à skier, et je prends du plaisir à skier en géant aussi. Donc pour ça, c'est sûr que pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Aussi, comme je l'ai dit, il y a des manches où c'est tracé à 10,50 m en slalom, où ça va quand même relativement vite. Et là, de prendre, voilà, c'est certes pas la même discipline, mais vraiment d'aller un peu plus vite en géant, ou même cet été, on a fait 1 ou 2 journées de super G, de prendre un peu d'air dans le visage. Ça, je pense que c'est des choses qui sont bénéfiques aussi pour le slalom. Tu parlais de confiance avant. Est-ce qu'il y a davantage de pression en slalom lorsqu'on ne fait que du slalom, Didier, par exemple? Exactement, quand il y a ce cercle vicieux qui te tire vers le bas. Ça maintenant, avec Marc Rochat, à voir, quand tu as 2 abandons ensuite, comment on arrive à le faire. Moi, je dis toujours, dans cette situation, il faut avoir cette génialité de l'homme un petit peu, de oublier. Il faut oublier tout ce qui s'est passé d'hier, il faut vraiment vivre dans le maintenant et penser que ce jour, c'est mon jour et je peux gagner la course. Et moi, je pense que ça, c'est une qualité qu'il faut vraiment entraîner des jeunes, que de oublier en ski et de pas être, de trop réfléchir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce jour-là, il y a tout le monde de nouveau qui cuisine avec de l'eau. Et même quelqu'un qui a gagné, je ne sais pas combien de victoires, il doit revenir et montrer ce qu'il est capable. Si on prend l'exemple typiquement ta saison 99-2000, tu gagnes à Veil, tu gagnes à Kranjska Gora, c'est 2 des 3 premières courses, et ensuite tu as 5 éliminations consécutives. Comment tu gères ça? Moi, j'avais exactement ce don d'oublier. Par contre, je dois quand même dire qu'à cette époque-là, j'étais peut-être aussi très refermé pour les inputs, parce qu'on a tellement de personnes qui veulent t'aider. Et ça, mon ami, à mon époque, c'était très tôt, j'avais beaucoup de gens qui voulaient m'aider, et moi, je ne supporte pas ça. Moi, je dois rester très simple dans mes approches, et aussi d'avoir une personne de référence qui vraiment me consigne. Et ça, à cette époque, je n'avais pas, à un moment donné, je fermais le truc, et j'étais plus ouvert pour des choses. Par contre, cet atout de pouvoir oublier, j'ai gardé jusqu'à maintenant. Tu as arrêté assez tôt ta carrière, avant tes 30 ans. C'est aussi cette pression peut-être qui t'a fait ranger les skis un peu plus tôt? Je ne sais pas, c'est mon idole Pierre Mizobrian qui a arrêté à 27 ans. J'ai aussi arrêté à 27 ans et moi j'ai beaucoup envie pour voir d'autres choses. J'ai commencé mes études en psychologie que j'ai beaucoup apprécié et maintenant je dois presque dire que le boulot d'entraîneur, c'est un petit peu mon rêve. Moi, je pense, comme la carrière du ski, j'ai gagné 2, les gens, ils savent, oh, il avait quelque chose, il a gagné. Mais d'année après, il va être beaucoup plus mesuré sur ces 7 victoires que moi avec mes 2. Alors, j'ai quand même pu démontrer un petit peu comme entraîneur mes compétences. Et je pense, je suis beaucoup plus heureux d'être entraîneur que j'étais à l'époque pour être coureur de ski. Et toi, Daniel, est-ce que tu as des rituels ou des techniques quand ça se passe mal, on est dans cette spirale un peu négative pour en ressortir? Oui, je pense que comme il l'a dit Didier, c'est vraiment essayer d'oublier et puis de chaque fois repartir à zéro. Aussi, je pense que c'est important d'avoir, disons, une ligne directrice. Moi, je sais, les premières courses, elles ne se sont pas passées comme je voulais, mais je sais qu'on a bien travaillé cet été. Moi, c'était un projet dans lequel je crois. Et du coup, là, je pense que
j'espère que la roue va tourner. C'est sûr qu'après, c'est pas toujours facile, mais au final, c'est ça la beauté un petit peu du sport. C'est comme il le dit Didier, ça repart tous les jours à zéro et puis il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et comment vous voyez l'évolution du slalom en Coupe du Monde? Est-ce qu'il y aura toujours cette même densité ou ça fait un peu un bouchon derrière les prochaines générations et qu'on va avoir un certain creux ou selon vous ça va pas arriver? On a un grand problème. Ils n'arrêtent pas. Et ils sont Il y a performants. maintenant des riding à 37, 38, des Stefano Gross. Bon, je pense lui, Cromontana, il va sûrement faire, comme Ramon, comme Luca, toutes ces 92, 93, 94, ils vont continuer jusqu'à là. Et ça, c'est clair. Après, si c'est 7 places actuellement qu'ils ont en slalom, sont bouchées. Derrière, en Coupe d'Europe, il y a un autre tampon qui se met en place. Et après, derrière, c'est très difficile à obtenir ces places. Et si tu es là, comme un Noël von Gruningen, un Reto Schmidiger, un Itten, qui se bagarre pour cette 7e place avec un Janoutin Fadri, alors c'est horrible d'être là parce que les places ont Tanguy, Ramon, c'est Dani. Et là, il n'y a pas de question. Alors, il a 5-6 Suisses qui se bagarrent pour une place. Alors, je pense que c'est ça après qui nous fait nos problèmes, qu'à un moment donné, ils arrêtent, 1 ou 2, et tout à coup, on a un creux. Comme on avait eu à l'époque avant la génération de Daniel. Et ils ne vont pas arrêter parce qu'ils n'ont que 13 courses, ils récupèrent bien, ils mangent bien, ils dorment bien. On essaye. Bah, c'est sûr que c'est un peu un défi, mais au final, je crois que c'est un entraîneur italien qui a dit qu'il n'y a pas d'athlètes vieux ou jeunes, il y a des athlètes vitulants. Donc si on regarde Lara Colturi qui a 18 ans, elle monte sur un podium. Donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse au niveau de l'ancienneté, la jeunesse ou quoi que ce soit. C'est quand même ça un peu la beauté du ski, c'est que c'est le chrono qui parle et c'est quelque chose de très objectif et qu'on soit jeune ou vieux, au final il suffit de skier vite. Daniel, si tu as un conseil à donner à un jeune qui veut vraiment se lancer uniquement en slalom, qu'est-ce que ce serait? De faire du géant. Non, justement de prendre du plaisir, de savoir qu'on va prendre quelques coups derrière la tête, mais vraiment que le slalom c'est une belle discipline. Moi je me régale et de prendre du plaisir. Je crois que c'est le conseil le plus simple que pour quelqu'un qui veut faire du slalom ou même du ski en général. Sur Dani, j'ai encore une chose qu'il y a Peter Zeinhausen qui m'a dit qu'on oublie beaucoup. C'est quoi pour un jeune la plus importante? Aimer la neige. Tu n'aimes pas la neige, il faut arrêter. Et moi, je pense que c'est ça qui est au fondamental des choses. Si le premier flocon qui arrive et tu commences à trembler parce que la neige qui arrive, je pense que c'est déjà un bon signe. Bon signe, ça. Il faut aimer le froid aussi. Ouais. Aimer la neige surtout. Aimer la neige. Ouais. Ça, je pense, c'est le fondamental de tout. Merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant. On a vu différentes choses sur les réseaux sociaux, notamment Sarah Hofflin qui est en grande forme après le slopestyle de Stubai, où la Genevoise est encore montée sur le podium lors du billard de Pékin. Une 2e place derrière la Française Tess Le 2. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait plus été aussi bien classée dans la discipline. Mathilde Gremaud, c'était la favorite de ce Big Air en Chine. Elle a terminé au pied du podium après avoir chuté sur son dernier saut. Mais la Fribourgeoise va se consoler en devenant la première rideuse à réaliser un nose butter dub cork 12 pour les initiés. Je crois que Daniel, il fait 2-3 figures de temps en temps également en fin de saison. Donc voilà, malheureusement, pas de nouveau podium pour la championne olympique de slopestyle. Revenons au ski alpin. On passe un appel à Arnaud Boisset pour parler de son début de saison juste après la pub. Vivez local, banquet local.
On se retrouve avec Arnaud Boissé, le spécialiste de vitesse qui va lancer sa saison ce week-end à Beaver Creek. Arnaud, salut, ça fait déjà une quinzaine de jours que tu es aux États-Unis à Copper Mountain avant les épreuves de Beaver Creek. C'était important de prendre déjà la température de la neige en Amérique du Nord. Ouais, bonjour à tous. Ouais, effectivement, la neige, voilà, au Colorado, elle est très différente qu'un peu partout ailleurs, et du coup, c'était pas mal de s'habituer à cette neige, aussi de s'habituer aux contraintes de l'altitude, et puis, au changement d'heure, au changement de la nourriture et tout. Donc voilà, on a eu 2 semaines un petit peu d'adaptation et puis d'entraînement avant de rejoindre Beaver. Dans quel état d'esprit tu es avant ce premier week-end de compétition? On imagine de l'impatience. Ouais, je me réjouis vraiment. Là, ça fait plus de 8 mois que j'ai pas couru. Il y a eu des hauts et des bas pendant la période de préparation, c'est un petit peu normal. Et puis après, là, les dernières semaines, c'était aussi cool de pouvoir passer un peu la vitesse supérieure, de se tester vraiment sur des vraies manches, avec des sauts, avec des passages plus difficiles, et puis sur une certaine longueur surtout. Donc, peaufiner les derniers réglages. Et là, ouais, c'est surtout que je me réjouis d'attaquer. Les premiers entraînements de la descente, c'est pour mardi, mercredi, jeudi. Il y aura une descente vendredi. Tu vas participer aux qualifications internes. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Tu es en forme? Ouais, j'espère. En tout cas, je pense que on a depuis la petite blessure du mois d'août, on a vraiment tout fait juste pour être au top là cette semaine. Il y a plus de pépins physiques. Au niveau du matériel, on a pu faire les derniers petits réglages. Et puis au niveau de mon ski et de ma forme, ça va vraiment bien. Donc ouais, je m'en réjouis. La dernière course que tu as faite la saison dernière, tu as terminé sur le podium, c'était à Salbar. L'objectif, ça va être de rééditer ce genre de performance assez rapidement, du moins en Super G. Ouais, clairement. Après, voilà, c'était une fois. Hein. Je veux pas m'habituer à être sur le podium toutes les courses, mais en tout cas, je me nourris beaucoup de cette énergie de la dernière course, et puis essayer de faire du mieux qu'on peut en Super G, comme commencer avec une solide un top 15, ça serait bien. Comme ça, on lance la saison, et puis après la descente, le but, ça sera de se qualifier, puis ensuite marquer des points pour intégrer le top 30 le plus rapidement possible. Justement, le top 30 en descente, c'est l'objectif. Du moment que tu es dans le top 30, tu auras ta place fixe avec l'équipe de Suisse. Ça va être vraiment attraper ces 30 premières places le plus rapidement possible. Ouais, clairement, comme ça après, ça sera un petit peu plus confortable. Il y aura moyen de construire un petit peu plus au fil des jours d'une semaine de course. Je veux dire, quand on passe par les qualifications, c'est toujours un peu la course avant la course. On peut pas vraiment tester le matériel qu'on veut. Aussi au niveau de la récupération et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Tandis que si je sais que j'ai 2 entraînements pour m'habituer à la piste, pour tester éventuellement quelque chose, et puis après la course derrière, c'est quand même un petit peu différent l'approche. Il y a une épreuve ou une étape de cette saison de Coupe du Monde que tu as coché spécialement dans ton agenda? Ouais, pas spécialement. Enfin, en tout cas, je me réjouis de courir devant mon public à Crans-Montana, ça c'est clair. Après, voilà, il faudra prendre course après course pour pouvoir être dans la meilleure des formes. En janvier, en février, quand il y a les plus grosses échéances, et puis que ça compte vraiment. Il y a une année, tu n'avais pas encore effectué tes premiers pas en Coupe du Monde. 12 mois plus tard, comment tu analyses ton évolution? L'année passée, c'était vraiment une saison de rêve. C'est vrai qu'il y a 12 mois, jour pour jour, c'était le début. Je savais pas trop comment ça allait se dérouler et tout. Et puis après, finalement, j'ai découvert la Coupe du Monde, j'ai découvert les bonnes performances en Coupe du Monde. Et puis après, finalement, avec un top 10 à Kitzbühel, avec un podium à Salbar, c'était vraiment beaucoup d'enthousiasme. Puis chaque fois, un step de plus au niveau émotionnel. En tout cas, cette première année, cette première saison, elle est derrière moi et je m'en rappellerai tout le temps. Maintenant, l'idée, ce sera de confirmer pour montrer que c'était pas juste la chance du débutant, et puis j'appartiens quand même au top 15 mondial. Et surtout, on pense qu'on n'a pas encore vu la meilleure version d'Arnaud Boissé. J'espère, ouais. En tout cas, c'est sur quoi j'ai travaillé tout l'été pour finir les derniers détails, parce que c'est clair que cette course de Salbar était exceptionnelle, mais elle n'était pas parfaite. Et puis je pense qu'il y a encore moyen de progresser dans certains domaines. Merci Arnaud d'avoir pris ces quelques minutes pour discuter avec nous. On te souhaite déjà un bon entraînement aujourd'hui sur la Birds of Prey de Beaver Creek. Ça sera tout soudain puisqu'il y a 8 heures de décalage avec la Suisse, et on te souhaite évidemment tout de bon pour cette saison. Nous, on va continuer. Après la vitesse, on va parler technique avec Daniel Yule.
Didier, comment tu vois la saison d'Arnaud Boisset? Ah, tu demandes à un slalomeur. J'ai déjà l'année passée, j'étais avec lui ici en studio. Moi, je pense que tout est faisable. Moi, je pense qu'ils se sont bien entraînés. Moi, je pense qu'on a besoin d'un Valaisan qui gagne une fois aussi une Coupe du Monde en descente. Hein. Et Daniel, toi, est-ce que tu as le temps de suivre ces épreuves de vitesse, notamment de ton copain Justin? Oui, bien Regarde sûr. tout ça. Quand j'ai l'opportunité, je regarde les courses. Je pense que je suis fan de ski avant tout. Donc là, vraiment, quand j'ai le temps, j'aime bien regarder la télé. Ouais. Assez parlé des autres, on va parler de toi, Daniel. Depuis que tu es venu lors de la première l'année passée, tu as enrichi ton palmarès avec une nouvelle victoire à Chamonix, et également un podium à Kitz. Tu as terminé 7e du classement de slalom. Sur les 9 dernières saisons, tu as terminé 8 fois dans le top 15, dont 6 fois dans le top 7. Tu es fier de cette régularité? Oui, bien sûr. Je pense que dans une discipline comme le slalom, c'est difficile d'être régulier comme ça. Après, l'appétit vient en mangeant, on a toujours envie d'un peu plus, mais je pense vraiment que s'il y a, c'était quoi, 12 ans en arrière, quand Didier m'entraînait, si on lui avait dit que je ferais preuve d'une régularité comme ça, moi j'aurais signé tout de suite. Donc vraiment, je suis très fier du parcours que j'ai accompli, mais il y a encore quelques belles choses à aller chercher. L'année où j'étais avec lui, on s'est entraîné énormément dans les plats, avec des patins, avec tout ça. Et on arrive à Engelberg, je pense que c'était les 2 dernières courses de la saison, mais dans le Joch-Pass. C'était une course plate. Après le premier jour, je pense qu'il a voulu arrêter. Tu as voulu dire, je pars à la maison, Oui. j'ai plus envie, c'est fini ici, les plats de merde, on s'est entraîné, ça ramène rien. Deuxième course, il gagne. Oui. Il gagne dans le plat, et là, je savais maintenant, maintenant c'est go, maintenant il est parti. Il y a encore du boulot dans les plats. Mais... Tu aimais les plats à l'époque alors? Non, ça n'a jamais été mon dada. Je crois que on en parlait l'autre jour au téléphone avec Justin. Moi, je suis quand même né dans la pente à la folie, donc ça, c'est quelque chose qui me réussira quand même toujours plus que les plats. Didier, Daniel, c'est 7 victoires en Coupe du Monde de slalom. Toi, c'est 2, mais on est d'accord, Daniel? J'ai arrêté à 27 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Là, Alors, il a commencé à gagner. Ouais. Si on pondère, peut-être que on arrive un peu à égalité. Non, mais trêve de plaisanterie, on peut dire que Daniel, c'est le meilleur slalomeur suisse de l'histoire. Et j'espère bien qu'on a d'autres qui vont gagner beaucoup plus, parce qu'à mon avis, c'est un peu ridicule que cette discipline nous fait tellement de la peine, parce que c'est pas de la peine. Moi, je pense seulement qu'il faut y croire et y aller. Daniel, revenons sur ton début de saison. Tu fais 22e à Lévis et 13e à Gurgel. On imagine que tu espérais mieux de ce début de saison. Comment ça se passe? Évidemment que j'espère un peu mieux. Après, quand on regarde les analyses, on voit quand même qu'il ne manque pas énormément. C'est vraiment, il y a une telle densité en slalom il suffit de 3 dixièmes par manche et tout d'un coup on parle d'une 10e place et d'une 5e place au lieu d'une 22e et d'une 13e place. Donc vraiment il y a eu des bonnes choses, surtout je dirais la deuxième manche à Gurgel, où là j'espère que j'en ai tiré les enseignements, et puis que maintenant avec les belles classiques qui arrivent au mois de décembre et au mois de janvier, que là je vais retrouver vraiment ma meilleure forme. J'aimerais quand même lui demander si tu vas continuer sur la Tyrolia ou sur le marqueur. Ça risque de dépendre des conditions de neige, mais je pense que je vais plus avoir le courage de remettre la Tyrolia. Ouais. Okay. Alors juste pour les non-initiés, si vous pouvez expliquer ce que c'est. Je pense que Daniel c'est mieux, mais moi j'étais un observateur très intéressé à Gurgel, où il a changé d'une marque à l'autre pendant les 2 manches. On a l'opportunité de skier avec 2 fixations différentes, et puis je dirais que là il y en a une qui a toujours très bien fonctionné sur la glace. C'est pas pour rien si j'ai 4 podiums à Kitzbühel, et avant la première manche j'étais pas forcément sûr de comment l'autre tenait sur la glace, mais j'ai quand même décidé de faire un peu l'expérience, qui s'est avérée non concluante. Du coup, en deuxième manche, je suis retourné sur des choses que j'utilisais l'année dernière, et ça a beaucoup mieux marché. Ouais. Tu as dit que l'appétit venait en mangeant. Tu as déjà un sacré palmarès. Qu'est-ce qui te manque? Plutôt la médaille olympique, la médaille mondiale? On sait que tu en as en équipe, mais qu'est-ce que tu souhaiterais le plus? Moi, vraiment, j'aimerais compléter surtout un peu le set des victoires dans les classiques de janvier. Il me manque Wengen et Schladming. Sinon, Madonna, Delboden et Kitzbühel, j'ai réussi à gagner. J'ai une 2e place à Wengen et 3 podiums à Schladming, mais vraiment de réussir à gagner ces 2 courses-là, où ce serait vraiment pour compléter le tableau des slaloms classiques. Ça, ce serait pour moi vraiment une très, très grande fierté. Ouais. Tu as 31 ans, ton pote Dave Riding en a 37, il est toujours performant. Toi, tu dois être
au haut de l'affiche jusqu'à quel âge? Alors, aussi longtemps que je peux. Moi, je prends beaucoup de plaisir vraiment à skier. J'adore le travail. Je crois que je me verrais moins entraîneur comme Didier. Moi, je prends vraiment du plaisir à être athlète. Je me vois pas tirer jusqu'à 37 ans non plus, mais qui sait. J'essaie vraiment, c'est un peu cliché, mais de prendre les années les unes après les autres et de savourer. Quand tu vois Dave Riding aussi performant à bientôt 40 ans, t'es impressionné? Oui, j'espère surtout que je vais réussir à mieux performer que lui les prochaines courses. Je dirais que c'est pas une surprise, surtout sur les 2 premières courses où c'était des conditions difficiles. Puis lui, on sait que techniquement, il est vraiment au point. Donc là, maintenant, à voir. La saison est longue, mais j'espère que je vais réussir à renverser la vapeur. Didier, à quel âge tu penses qu'un slalomeur est le meilleur? Juste pour Riding, il faut quand même déduire 14 ans, parce qu'il a commencé sur l'herbe. Aussi, ouais. Alors il est encore plus jeune sur on dit l'âge effectif qu'il a sur la neige, il est presque comme vous à la fin. D'ailleurs, il est arrivé vers la trentaine Ouais. sur la Coupe du Monde. Moi, je ne sais pas, je pense que ça dépend vraiment un peu des endommagements qu'on a au niveau de dos. Tous ont un peu subi des problèmes de dos. Moi, je pense aussi c'est de bien vouloir arrêter, même quand tu es jeune, de ne pas faire trop de rotation. On a Ax Schwartz, un Suédois, un jeune Suédois, déjà maintenant à 18 ans, 19 ans, il a mal au dos. Parce qu'il en a fait trop. Moi, je pense que c'est ça que doit encore cultiver un petit peu. Et après, je dirais, jusqu'à 40 ans, si on ne skie pas trop explosif, c'est faisable. Si la technique elle est bonne posée et les chars sont bien répartis sur le corps, je dirais même on pourrait avoir des gens, à 40 ans, ils nous gagnent encore des slaloms. Donc Daniel, tu peux nous confirmer que tant que tu n'as pas gagné à Schladming, tu continues? Non, ça, je ne peux pas le confirmer. Mais je pense que tant que je pense que j'ai les capacités de gagner un Schladming, là, je me vois continuer encore, ouais. Mais on est d'accord, 2027, Crans-Montana, t'es encore là. Oui, quand même, ouais. Alors, ça dépend. Je dis toujours qu'il y a 3 composantes. Pour moi, c'est le plaisir, la santé et puis les résultats. Mais tant que les 3 composantes sont en rendez-vous, je me vois continuer, ouais. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il nous reste les questions du tac au tac auxquelles il faut que tu répondes, Daniel. Est-ce que tu es plutôt cornemuse ou corps des Alpes? Cornemuse, je pense. Et tu en joues d'ailleurs? Non. C'était pour l'image. Plutôt le gîte de la Foulie ou un hôtel 5 étoiles? Gîte de la Foulie. Cours d'anglais avec maman ou cours de maths avec papa? Cours de maths avec papa. Plutôt paddle tennis ou tennis? Tennis. Tu préfères une piste à ton nom à la Foulie ou une cabine à Kitzbühel? Une cabine à Kitzbühel. Il nous reste une dernière question que je te laisse mettre sur play. Salut Daniel, j'espère que tu passes un bon moment sur le plateau. J'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu es plus énervé lorsque tu perds une rencontre de squash ou de golf avec les copains, ou bien par exemple après la 2e manche du Slalom Coupe du Monde à Palisade Tao en 2023? Je sais bien que d'enlever des chaussures de ski, ça prend un peu plus de temps. Allez, à bientôt. Alors malheureusement, je crois qu'en plus, je suis plus énervé quand je perds contre les copains. C'est pas vraiment voilà, c'est un peu un de mes vilains défauts, je dirais, c'est que je suis un peu mauvais perdant. Et sur les skis, je peux vraiment que m'en prendre qu'à moi-même, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est le chrono qui décide. Donc là, j'arrive un petit peu à accepter assez vite. Contre les autres, des fois, c'est un peu plus dur à digérer. C'est quoi cette histoire de souliers à palissade? Ouais, disons que j'ai jamais voulu lancer une raquette de squash ou quelque chose comme ça. Du coup, c'était quelque chose qui ne pouvait pas casser, qui y passait. Du coup, c'est arrivé que j'enlevais les chaussures pour qu'elles traversent le court. Didier aussi, hein, toi t'étais un peu tête brûlée après les courses. Ouais, je me souviens à Grimmens où il y avait des Coupes d'Europe. J'ai gagné le slalom. Le lendemain, il avait le géant. J'étais le premier après la première manche. Et la deuxième manche, j'ai juste tombé où je pense les skis, ils atterrissaient bien dans la forêt. Mais il n'y avait pas de camarade, personne qui me voyait. Alors. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Daniel, quel est ton programme jusqu'au 15 décembre, donc le slalom de Val d'Isère? On va s'entraîner cette semaine 2 jours en géant à Arolla. Ensuite, on va pouvoir aller à Val d'Isère pour skier sur la piste de course 2 jours. Après, ça dépendra un petit peu de la météo, mais je pense qu'on va encore faire 2 jours de slalom à Arolla avant de se diriger direction Val d'Isère pour les
derniers préparatifs et puis après je me réjouis de remettre les bâtons derrière le portillon. La saison débute également pour vous sur les pistes avec la tournée, la fameuse en piste du Nouvelle-Lys. Ça sera ce week-end à Saas-Fee. De notre côté, on va recevoir un autre spécialiste des virages courts la semaine prochaine, le plus valaisan des Belges, Armand Marchand. Bonne soirée à tous. On se quitte avec la musique que Daniel Hood a choisie, Cashmere de Led Zeppelin. Ciao, ciao. Salut. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.